Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape du jour sur le Tour de Catalogne. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, top, flop, les différents classements en fin de vidéo et puis on parlera de l'étape de demain. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir, puis vous pouvez mettre également un pouce bleu, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires, ça c'est seulement si vous avez les moyens. Et on commence tout de suite donc avec l'étape du jour, étape qui est arrivée du côté de la Molina. Alors avec le vent de face, on se disait ça va peut-être être compliqué de faire des écarts du côté de cette journée. On s'attendait à avoir un sprint en boss. La Molina, si tu fais pas l'écart dans les premiers kilomètres, ensuite c'est mort. C'est trop plat sur le haut pour pouvoir faire des différences. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé sur cette étape. Alors on a eu une grosse bagarre pour aller prendre l'échappée. Ça a duré pendant une vingtaine de kilomètres. On a notamment eu un moment un groupe d'une quinzaine de concurrents. Et puis à 188 km de l'arrivée, la bonne échappée est sortie. Armirail, avec également Lorenzo Germani, Molnar et Germani, j'ai déjà dit. Ils étaient 4 dans l'échappée. Matt Wenzel, voilà, parce qu'il m'en manquait un, notamment dans cette échappée, voilà, parce qu'il y a un moment où j'ai arrêté d'écrire, tout simplement. Matt Wenzel qui va prendre les points sur les différentes difficultés du jour. On notera la chute de Reinhard Keplinger qui va abandonner dans la foulée le coéquipier de Lenny Martinez. On aura également une chute à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée avec Monique, qui va tomber. L'écart maximum sera aux alentours de 6 minutes 30. Et puis assez vite, l'écart va diminuer. Il sera aux alentours de 2 minutes à 29 km de l'arrivée, au passage du sommet de l'avant-dernière difficulté du jour. On aura une petite chute de Lenny Martinez, mais qui heureusement sera sans gravité. Puis il y aura Bruno Armirail également, qui sera en solitaire dans l'échappée, qui lâchera ses différents coéquipier. Et puis à la fin on a une attaque de Kuss et de O'Connor à 9 km de l'arrivée. On aura un petit groupe même qui va réussir à sortir avec notamment Marc Solé, Kuss et Fortunato qui sera encore en tête à 1 km de l'arrivée mais qui va un peu trop se regarder. Dans le final on a une accélération de Primoz Roglic qui avait fait rouler son équipier Pellizzari, mais Juan Ayuso va réussir à prendre l'intérieur de la courbe. Bon, Roglic a été un petit peu gentil parce qu'il lui a un peu ouvert la porte quand même. Et Juan Ayuso s'est infiltré. Et à la fin, on a eu une photo finish, mais victoire de Juan Ayuso qui a été à l'intérieur lors du dernier virage, ce qui fait qu'il a fait un petit peu moins de chemin que Primoz Roglic. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Premier coureur top du jour, Juan Ayuso. Oui, solide aujourd'hui parce que battre Roglic... dans cet exercice, c'est loin d'être évident. On sait que Roglic est très très fort dans ce type d'arrivée en boss. Mais Ayuso a été plus malin que Roglic. Aujourd'hui, ce qui fait la différence entre Ayuso et Roglic sur ce sprint, et ce qui permet à Ayuso de gagner cette étape, ça a été qu'Ayuso a été plus malin. Il prend l'intérieur. C'est vrai que dans ce virage, on avait un virage sur la gauche, puis ensuite une courbe sur la droite. Et dans le virage sur la gauche, Roglic il laisse un petit espace par rapport à la barrière et Juan Ayuso s'est engouffré. Alors il aurait pu être un peu méchant et refermer un peu, sauf que c'est pas vraiment dans l'esprit de Roglic, donc il a laissé Juan Ayuso un peu passer, et quand Juan Ayuso est passé en tête, c'était très compliqué d'aller le remonter parce qu'il était à l'intérieur dans cette courbe sur la droite, et quand Juan Ayuso, ça reste quand même un coureur, on lui dit toujours au profil Contador, donc c'est-à-dire que c'est un coureur qui a énormément de punch. Alors même si sur la dernière partie du sprint, Roglic revient, sauf qu'il est à l'extérieur, et remonter un vélo d'écart quand vous êtes à l'extérieur, ça commence à devenir compliqué dans cette affaire-là, et c'est ce qui permet à l'Espagnol de s'imposer.
Malgré tout, hein, pour Juan Ayuso, j'ai trouvé Sivakov pas exceptionnel. Pablo Torres, c'est encore un petit peu tendre. Et Marc Solé, ça va peut-être pas être suffisant pour défendre ce maillot jusqu'à dimanche. Donc c'est là où il va falloir être intelligent du côté de Juan Ayuso. Mais Roglic devra faire attention. Il ne pourra pas se contenter du dernier kilomètre pour faire des écarts. Et c'est vrai que là, il peut y avoir un petit peu de regret pour Roglic, peut-être d'avoir ouvert la porte à Juan Ayuso, mais ça montre que le coureur espagnol a été intelligent dans sa manière de faire. Et ce qui est intéressant également du côté du AE, alors que j'ai eu un petit bâillement, bien c'est de voir également que dans cette formation-là, on a eu Adam Yates notamment bosser pour Juan Ayuso, quand on sait que la relation entre les deux, on avait le sentiment que c'était loin d'être exceptionnel, et bien c'est plutôt intéressant de le voir collaborer, de le voir travailler, donc ça a été plutôt très bien fait. Voilà, donc bravo à Juan Ayuso aujourd'hui, déjà 5e victoire cette saison pour Juan Ayuso, hein, si c'était le bon calcul du côté d'Eurosport. Donc oui, c'est quand même impressionnant, et on voit sur ce type d'arrivée-là, il est quand même difficile à battre, un peu comme Roglic, parce qu'il a beaucoup de punch, qu'il a une grosse pointe de vitesse, et dans les années à venir, il faudra vraiment se dire que Juan Ayuso va être de plus en plus compliqué à battre. Il n'a que 22 ans, Juan Ayuso, c'est-à-dire que dans 2 ou 3 ans, ça va être compliqué, et UAE a déjà la relève de Pogacar, hein, presque. Hein. Si Pogacar s'écroule dans 2 ou 3 ans, bah, ils ont Juan Ayuso, bon ils en ont d'autres, hein, avec Del Toro et Pablo Torres, mais ils ont déjà la relève, UAE. Et c'est vrai que là, Juan Ayuso, c'est quand même du très solide dès cette année, on le verra hein, sur le Giro, mais c'est vrai que Roglic devra se méfier sur ce Tour de Catalogne, parce qu'en gros, Juan Ayuso va être dur à battre sur les arrivées, donc il faudra qu'il tente autre chose. Je mets quand même Roglic au top, même si je trouve qu'il a été un peu naïf par rapport à Juan Ayuso, encore une fois, dans ce dernier virage. Mais je mets Roglic parce que l'accélération qu'il fait, bah, c'est l'accélération qui fait la cassure. Donc ça veut dire que les jambes de Roglic, elles sont performantes. C'est-à-dire que le coureur slovène est vraiment bien pour le moment. Alors lui aussi, hein, il sera sur le Giro et il sait qu'il aura un adversaire de taille avec Juan Ayuso. Il n'y aura pas que Juan Ayuso hein, sur le prochain Giro, mais c'est vrai que les soucis qu'a eu Vingegaard, avec notamment sa commotion cérébrale, ne vont pas l'aider. Et puis Roglic, il montre qu'à 35 ans, bah, les jambes sont toujours là. Parce que je rappelle qu'il a quand même 35 ans, Primož Roglic. Alors même s'il a commencé tard le cyclisme, après sa carrière de sauteur à ski, bah, ça reste un coureur qui est professionnel depuis 2013 chez Adria Mobile et qui est en World Tour depuis 2016. Donc ça fait pas loin de 10 ans qu'il est en World Tour. Donc forcément, on peut avoir un petit peu d'usure avec le temps, avec l'âge. Mais pour l'instant, il s'en sort extrêmement bien sur ce début de Tour de Catalogne. Et le niveau de performance augmente au fur et à mesure. Hein. Après un Tour de l'Algarve qui avait été très discret, là, ça va un petit peu mieux sur ce Tour de Catalogne. On voit le niveau qui progresse. Donc pour l'instant, c'est plutôt intéressant. Après, on va voir demain. Demain, ça pourrait être intéressant de voir le match Ayuso-Roglic sur une étape demain. Il y aura également l'étape de samedi, hein, qui est toujours compliquée. Et puis, bien entendu, Mangruik, habituellement. Puis moi, j'ai bien aimé là aussi la relation avec Giulio Pellizzari, qui a fait un énorme boulot hein, pour positionner Roglic. C'est vrai que j'ai trouvé la Red Bull très intéressante dans le final, avec un collectif qui a plutôt bien marché, et notamment Pellizzari qui a été performant dans le final. Donc ça sera intéressant également à suivre, notamment dès demain, mais aussi sur le reste de la semaine. Et puis oui, Roglic, la forme est là sur une étape où il y avait quand même quasiment 4800 mètres de dénivelé positif. Eh bien, il s'en est extrêmement bien sorti. 3e coureur top du jour. Van Aert Velt. Là aussi, Van Aert Velt, je l'attendais un petit peu au tournant. Je suis vraiment fatigué, je m'excuse. Hein.
Mais c'est le De Pantour, là, ça m'a énervé. Mais du côté de Van het Velde, ouais, j'ai trouvé très intéressant, ça va apporter des points à l'auto. C'est vrai que depuis le début de saison, ils sont un peu en galère de points à l'auto. Heureusement qu'ils avaient un peu sécurisé leur plage, j'ai envie de dire, les 2 premières saisons. Parce que là, c'est quand même compliqué du côté de la formation belge, qui, je rappelle, n'a plus de co-sponsor. Et Van het Velde qui avait fait un UAE Tour pas exceptionnel. Bon, notamment pris dans la cassure lors de la dernière étape, mais j'avais pas été vraiment impressionné. Là, j'ai trouvé que c'était quand même mieux du côté de Van het Velde parce qu'il a quand même pas mal bouffé de vent en étant en solo. Je le voyais, je regardais un petit peu le groupe après le De Pantour, même si j'écoutais les interviews du De Pantour. C'est vrai que je trouvais Van het Velde vraiment positionné un petit peu dans le vent. Et là, aujourd'hui, il y avait quand même beaucoup de vent de face, donc je pense que les jambes sont plutôt bonnes. Alors, il faudra suivre demain, il faudra suivre lui à Manrich, parce qu'il peut être très dangereux sur cette étape-là. Mais je l'ai trouvé pas mal. Après, c'est toujours frustrant avec Van het Velde, c'est de voir la faiblesse de l'équipe avec lui, notamment en montagne, parce que, bah oui, hein, il se retrouve très vite seul, Van het Velde. Et c'est vrai que ça va commencer à se poser des interrogations quand même pour le coureur belge en se disant... Bah, est-ce que je continue chez Lotto après 2026 ou est-ce que je change de formation? Est-ce que Lotto est capable de m'apporter une équipe suffisamment solide pour faire des résultats sur les courses que je souhaite? Et là, pour le moment, je peux te donner la réponse, c'est non, parce que là, ils ont presque emmené... Enfin voilà, Sepúlveda, c'est presque l'un des rares équipiers en montagne. Alors, Van den Abele, en plus, a abandonné aussi en début de journée. C'est dommage, parce que le Belge est un coureur intéressant, mais bon, galère un petit peu depuis plusieurs années à enchaîner beaucoup de jours de course. Et c'est vrai que c'est dommageable, parce que ça pourrait aider d'avoir un bon Van den Abele. Bon, Sepúlveda, il est quand même plus proche de la fin que du début de carrière, et puis ça n'a jamais véritablement été un énorme crack, hein, Eduardo Sepúlveda. C'est vrai que ça a toujours été un petit peu une déception par rapport aux attentes qu'on avait sur lui en tout début de carrière. Donc on va voir maintenant ce que ça va donner, mais voilà, ça va être un problème au bout d'un moment, Van het Velde, la faiblesse de son équipe. Et puis je termine rapidement avec Sepp Kuss. Rassurant quand même de voir Sepp Kuss être en capacité d'attaquer, finir on va dire dans le peloton des leaders, parce que depuis le début de saison, Sepp Kuss nous avait quand même vraiment déçus. Première étape qui avait été extrêmement compliquée pour lui. Classique à Rennes, il n'était pas dans le coup. Sur le Tour de l'Algarve, il était complètement passé à côté. Donc c'est vrai qu'on avait quand même un petit peu des inquiétudes du côté de Sepp Kuss, même si son objectif c'est le Tour de France. Là, il va rester quand même 2 semaines en Espagne, parce qu'il fera également le Tour du Pays Basque au mois d'avril. Mais ça rassure un petit peu de voir où en est Sepp Kuss et de voir son état de forme après oui, une semaine qui n'avait pas forcément été exceptionnelle de la part du coureur américain et un début de saison difficile. Donc là, on a vu un Sepp Kuss bien plus intéressant avec cette attaque. Bon, dommage, ça s'est un petit peu regardé. Mais je pense que voilà, en fait, il y avait lui et Marc Solé qui jouaient avec le peloton qui était derrière, et Fortunato n'a pas pris la course en main, alors que pour les points UCI, il aurait fallu que Fortunato prenne la course en main. C'est dommage, mais voilà, belle journée quand même pour Sepp Kuss avec cette attaque. Ça doit le rassurer un petit peu sur sa condition physique. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Pour finir, 2 bonnets d'âne aujourd'hui, parce qu'au final, ça a été un sprint en boss et que tout le monde a réussi à tenir plutôt la baraque. J'ai oublié de mettre aussi dans les tops, on aurait pu mettre Armirail, hein, qui a fait une belle journée à l'avant comme souvent, mais dans les flops, Luis Meintjes, le voir distancé aujourd'hui, il finit loin, hein, Meintjes, il finit à 4 minutes je crois, sur une étape comme ça. C'est plus du grand Louis Meintjes, hein. Voilà, 41e à 2,22. Je pensais qu'il finissait même plus loin. Ouais, ça fait mal du côté du coureur en Intermarché, parce qu'on voit que le déclin est lancé depuis quelques temps. Et ça montre aussi que du côté d'Intermarché, il n'y a pas vraiment de relève. C'est-à-dire que derrière Luis Meintjes, on n'a pas forcément de coureur pour le moment en capacité de faire des résultats. Fort Prost, c'est un peu tendre. Ou Hart, c'est pas un grimpeur. Aujourd'hui, on est un peu en difficulté chez Intermarché, c'est-à-dire que
T'enlèves les sprinters et t'enlèves surtout Guilhermet. En gros, en termes de résultats, c'est un peu le néant. Il va falloir vraiment trouver des solutions du côté d'Intermarché parce que là, le maintien, s'ils se maintiennent pour les 3 prochaines années, dans 3 ans, c'est eux qui seront sur la sellette. Hein. C'est eux qui ne resteront pas en World Tour. Surtout que Tudor sera à pleine puissance, Q36 aussi. Uno X, s'ils ne sont pas montés, ils seront également à pleine balle. Et peut-être d'autres équipes et d'autres projets qui ont été lancés d'ici là. Et là, pour Intermarché, ça va commencer à être compliqué. C'est pour ça que le contrat a été renouvelé en passant jusqu'en 2028 hein, avec Intermarché, parce qu'on sait que c'est les 3 prochaines années, parce qu'on se dit, bon, le World Tour est peut-être, je dirais pas assuré, mais en gros, à part s'ils se ratent complètement, ils peuvent rester en World Tour, et qu'ensuite, bah oui, il va falloir quand même se sortir les doigts du vous savez le reste, et trouver des budgets surtout. Parce que si on n'a pas de budget capé, en gros, ça va être compliqué pour Intermarché de s'en sortir financièrement. Et c'est vrai que là, Mentis, on voit bien qu'il est sur le déclin, qu'il est sur la pente descendante, sauf que tu n'as pas de relève. Ils ont peut-être raté certains jeunes coureurs grimpeurs, et encore, ils n'avaient peut-être pas les moyens de les attirer non plus dans leurs réserves. Au bout d'un moment, c'est sûr qu'Intermarché va falloir trouver une solution dans ce registre-là, et Mentis, oui, je dirais que l'an dernier, tout le monde s'est émerveillé sur sa victoire sur le Tour du Pays Basque, mais en gros, son Tour du Pays Basque, il était déjà pas très bon. Et depuis le début de saison, son meilleur résultat, c'est une 15e place sur le contre-la-montre par équipe du Tour de la Communauté de Valence. Donc en gros, en individuel, c'est 37e sur le Tour de la Communauté de Valence. Donc c'est loin d'être exceptionnel. Coureur qui est en fin de contrat, Mentis. Il va falloir se poser des questions également sur est-ce qu'il va continuer ou pas le coureur sud-africain qui fera un 3e Giro seulement cette année. Parce qu'il a 7 Tours de France, 9 Vuelta, mais seulement 2 Giro, donc ça sera son 3e Giro. Mais même sur le Giro, on ne peut pas envisager forcément de grands résultats, quoi, hein. En gros, ça risque d'être compliqué pour le Sud-Africain. Et c'est vrai qu'on peut se poser des interrogations sur son futur, vraiment, parce que là, je vois difficilement Louis Mentiès démarrer. J'avais oublié de voir que Louis Mentiès, il avait commencé, pendant ses jeunes années, il était passé par l'équipe U23 de la Lotto. Il n'avait pas rejoint. Ensuite, l'équipe 1, il était allé chez MTN. Alors, à l'époque, il y avait Dan McClay, tiens, voilà, dans cette formation. Il y avait Tim Wellens également. Il y avait Kenneth Van Roy aussi, qui était dans cette formation. Jimmy Jensens également, qui était chez les jeunes du côté de la Lotto U23, la Lotto Bellisol U23, qui était la formation un petit peu à réserve de la Lotto pendant très longtemps. Même aujourd'hui, hein, c'est toujours l'équipe de développement, parce qu'il faut savoir que la réserve et l'équipe de développement de jeunes coureurs, Stef Kras notamment, Menten, Dries Van Gestel sont passés par cette formation, et puis d'autres, Van Edveld par exemple est passé par cette équipe. Mais là, c'est compliqué pour l'Humentiès, et pour Intermarché, ça serait bien aussi de retrouver des jeunes talents en boss, parce qu'ils ne peuvent pas se contenter seulement des sprinters. Et puis je termine avec Rémi Rochas. Oui, petite déception pour moi du côté de Rémi Rochas, lui aussi distancé, il finit à 2,10 aujourd'hui. Quand tu vois qu'il y a quand même une vingtaine de coureurs qui sont dans le premier peloton, je pense qu'il y avait la possibilité pour Rémi de passer, alors peut-être pas en très grande condition physique, peut-être pas des super jambes. Après, c'est quand même une course compliquée pour le moment du côté de la Groupama FDJ. Là aussi, c'est une équipe qui est en régression depuis quelques temps, l'équipe de Marc Madio, parce que quand on voit l'équipe au départ, Rémi Rochas, Brio Roland, on a Lorenzo Germani, Clément Brazafonzo, Enzo Palini, Rudy Mollard et Tom Domen Wirth. C'est quand même très léger au départ de ce Tour de Catalogne. Et Rémi Rochas, qui est un petit peu leur seule carte, a du mal à s'en sortir. C'est vrai que Rémi Rochas, autant chez Cofidis, j'avais trouvé sa dernière année chez Cofidis ultra intéressante, autant chez Groupama, quand tu regardes depuis, ça fait 1 an et demi qu'il est chez Groupama,
c'est loin d'être exceptionnel en termes de résultats pour le moment, pour le coureur français. Ouais, je suis presque déçu, on va dire. Je trouve ça un peu décevant, les résultats de ce coureur. Donc on verra maintenant ce que ça va donner du côté de cette formation Groupama sur cette semaine de compétition. Mais ouais, assez déçu. Voilà, par Rémi Rochas. Pas grand chose d'autre à ajouter. Vous avez bien compris que cette étape m'a pas forcément passionné. Et puis, comme il y a eu le De Pantour de l'autre côté qui m'a légèrement énervé aussi, ça m'a enlevé un petit peu d'énergie pour cette étape. Allez, on regarde tout de suite les différents classements et puis l'étape de demain. Du côté de ce tour de la communauté de Valence, eh bien, on commence avec le vainqueur du jour, Juan Ayuso, donc avec Roglic. Les bonifications, plus 2 secondes sur Mikel Landa, Martinez 4, Van Edveld 5. Et puis Bernal dans le bon classement avec 2+, Félix Gall également. En gros, il y a Bourman qui a perdu du temps. Quintana, Chavez, mais qui joue pas vraiment le général, et puis après Mentis, Geraint Thomas et Rémi Rochas, mais Geraint Thomas, bon, comme je dis toujours, on est encore en début de saison pour lui. Juan Ayuso, donc, qui va porter le maillot de leader à la place de Matthew Brennan, qui est resté longtemps dans le groupe de tête, jusqu'au pied de la dernière bosse. Roglic sera là avec à 6 secondes, Landa, Mas en embuscade et puis un petit peloton avec Le Serre, Martinez, vous voyez, à 17 secondes. Pour le moment, les écarts restent limités. Matthew Brennan est en tête du classement de meilleur par points devant Juan Ayuso et Ethan Vernon. Le classement de la montagne, pardon, c'est Armirail avec 31 points, mais très serré avec Mats Wenzel qui a pris beaucoup de points aujourd'hui. On a le classement du maillot blanc avec Juan Ayuso en tête, avec 17 secondes d'avance sur Le Serre, Martinez, Pellizzari à 32 avec Recitello. Et puis le classement par équipe, c'est la Visma qui est en tête devant UAE, Astana, Soudal, Burgos. Bien Burgos dans le top 5, avec 3 coureurs qui étaient dans le top 30 aujourd'hui du côté de la Burgos, BH. Bourpellet, je pense que ça doit se prononcer comme ça là, c'est Bourpellet BH, c'est dans cet ordre là. L'étape de demain, une nouvelle arrivée au sommet entre San Vicente de Castellet et Montserrat Millenari, 188 km, on aura quand même 20 km de moins qu'aujourd'hui, avec une journée constituée de 2 bosses, le Turo del Puig, 5 km à 5,4 de moyenne. Et puis Montserrat Millenari, 8 km 800 à 6,6 de moyenne. Entre temps, il y aura 2 sprints intermédiaires qui seront sur la première partie de journée qui accorderont des secondes de bonification. La montée de Montserrat Millenari, eh bien on la regarde tout de suite, cette montée de Montserrat, vous voyez. C'est assez régulier, il n'y a que ce passage entre 7 km et 8 km, donc c'est-à-dire à 2 km de l'arrivée, entre 2 et 1 km de l'arrivée, on sera à 7,7, qui est un peu au-dessus de la moyenne des autres pourcentages, où on est plutôt entre 6,5 et 7,2% en gros sur ces passages-là. Et puis au sommet, un peu moins de pente sur les 800 derniers mètres. Donc on utilisera peut-être la rampe entre 7 et 8 km de l'arrivée pour faire la différence. Et je pense qu'on aura de nouveau un écrémage et une hiérarchie beaucoup plus resserrée que ce qu'on a pu avoir aujourd'hui sur cette arrivée. Du côté de la météo, alors vous voyez donc déjà le parcours, un parcours en boucle, on part ici de Saint-Vincent de Castellet pour arriver à Montserrat, donc il y a très peu d'écart entre le départ et l'arrivée de cette étape, et un vent d'ouest au programme, parfois un peu au-delà de 20 km/h sur certaines communes. On sera à 30 km/h, mais voilà, vous voyez, vent qui sera en première partie de face, puis de dos, un petit peu de côté, mais pas très longtemps, et c'est pas suffisant pour créer des cassures. Le temps sera plutôt ensoleillé, sauf sur la ville d'arrivée, sur le final, où il y a quelques nuages dans l'après-midi, mais un temps qui sera sec
Donc pas de souci de ce côté-là. Eh bien, nous, on se retrouve demain pour faire le débrief de cette étape. Il y aura également la présentation du Grand Prix E3 demain dans l'après-midi. Et puis tout à l'heure, on fera un débrief du Depan Tour, mais pas forcément un débrief très poussé du classement de la journée. On parlera surtout des chutes du côté du Depan Tour. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!